L'air dans la salle de conférence du 30e étage valait plus par mètre cube que ce que la plupart des gens gagnent en un an, et il était tout aussi stérile. Il poussa les papiers sur la table en acajou, sa montre Richard Mille à 50 000 captant la lumière. Signé Catherine. Sa voix était ennuyée. Un ordre donné à une servante. C'était Marcus Thorne, un homme qui ne demandait pas, il dictait. Ses avocats, une rangée de costumes gris identiques de Catherine Arps, observaient la scène. Ils voyaient une femme trophée sur le point d'être mise au rencard, hein, mais ils ne voyaient pas sa main. Elle était ferme. Ils ne voyaient pas ses yeux. Ils étaient clairs, et ils ne voyaient certainement pas le sourire qui effleurait ses lèvres lorsqu'elle prit le stylo. La pièce était un monument à la puissance des entreprises. Ce n'était pas seulement une salle de réunion. C'était une scène méticuleusement conçue par la société d'architecture d'intérieur Mir Davis pour projeter une image d'invincibilité. La table était un seul bloc de 12 mètres, un acajou noir poli, reflétant la sombre silhouette de New York comme un miroir noir. Les chaises étaient recouvertes de cuir souple cousu à la main. Au mur étaient accrochées d'imposantes œuvres d'art abstrait, des pièces à la ligne de Rothko qui n'étaient pas destinées à être appréciées, mais à être possédées. Catherine Brown, qui allait bientôt redevenir Catherine Rostova, un nom qu'elle n'avait pas utilisé depuis une décennie, était assise à une extrémité. Elle se sentait incroyablement petite, mais elle avait appris à se projeter. Aujourd'hui, elle n'était plus la jeune fille tremblante que Marcus avait découverte. Elle portait une simple robe fourreau bleu marine de la marque Rowe. Elle était élégante, anonyme et, surtout, elle l'avait achetée elle-même avec l'une des rares cartes de crédit qu'il ne surveillait pas. Ses cheveux blonds étaient insérés en arrière en un chignon sévère et brillant. Elle ne portait aucun bijou, à l'exception de la fine montre en or que son père lui avait offerte, celle que Marcus avait toujours essayé de remplacer par un bijou incrusté de diamants de chez Cartier. À l'autre bout de la table, entouré de son équipe juridique, était assis Marcus Thorne. Marcus était un titan, du moins selon les magazines financiers. Il était le fondateur de Thorne Capital, un géant du capital investissement connu pour ses tactiques impitoyables. Il achetait des entreprises en difficulté, les démantelait et vendait le reste à la ferraille, tout en offrant des rendements stupéfiants à ses investisseurs. Il était beau, d'une beauté cruelle et anguleuse. Son costume sur mesure Anderson and Shepard lui allait comme une seconde peau. Il dégageait une aura d'arrogance si profonde qu'elle semblait faire baisser la température de la pièce. Son avocat principal, David Cobber, associé senior chez Whirlpool Lip Rosen Katz, fit glisser l'accord de divorce final sur la table. Cobber était le meilleur dans son domaine, non pas le droit, mais la négociation. Madame Thorne, commença Cobber de sa voix douce et grave, nous pensons que vous trouverez cela équitable. En fait, c'est nettement plus généreux que ce que prévoit le contrat prénuptial. Catherine ne le regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur Marcus. Il était déjà en train de consulter son téléphone pour suivre le déroulement de la procédure. Il était déjà passé à autre chose. Sa nouvelle petite amie, un mannequin de 22 ans, l'attendait probablement dans le hall de son nouvel appartement terrasse. « Équitable », répéta Catherine d'une voix douce. Le mot resta suspendu dans l'air. Cobry s'éclaircit la gorge, sentant un problème. Un paiement forfaitaire de 5 millions de dollars. L'appartement à Tribeca et bien sûr l'accord de confidentialité est absolu et contraignant à perpétuité dans tous les univers connus et futurs. Il faillit sourire à sa propre fioriture juridique, 5 millions de dollars. Pour n'importe qui d'autre, une fortune pour Marcus Thorne, c'était ce qu'il avait trouvé entre les coussins de son canapé. Leur propriété principale à Greenwich valait 80 millions de dollars. La maison de plage à Hampton, 45 millions de dollars. Les œuvres d'art qu'elle regardait valaient facilement 100 millions de dollars. Sa fortune nette était estimée à 122,4 milliards de dollars. Il m'offre 0,04% de sa fortune, dit Catherine, toujours en regardant Marcus. Le masque professionnel de Cobry tressaillit. Vos contributions au mariage, bien qu'appréciées, n'étaient pas financières, Madame Thorne. Le contrat prénuptial est inébranlable. C'est un cadeau. Finalement, Marcus leva les yeux, ses yeux bleus aussi froids que la tour de verre dans laquelle il se trouvait. Signez, Catherine. Ne soyez pas ennuyeuse. Vous étiez chercheuse chez CBS quand je vous ai rencontré. Vous cataloguiez la vie des autres. Je t'ai donné une vie. Maintenant, je te la reprends. Prends l'argent et pars. Voilà. Le rejet, la cruauté désinvolte qui était devenue tout son univers.
Pendant 10 ans, elle avait été son adorable petite décoration. Il avait loué sa beauté, sa grâce, lors de ses interminables galets au Met ou au FIC, sa capacité à parler 4 langues pour charmer ses investisseurs internationaux. Mais il avait systématiquement rejeté son intelligence. Il avait oublié qu'elle avait un double doctorat en histoire de l'art et en économie judiciaire de Yale. Il avait oublié que pour cataloguer des œuvres d'art, il fallait d'abord en comprendre la valeur. C'est une offre généreuse, Marcus, dit-elle. Sa voix était calme. Marcus se pencha en arrière, triomphant. Il désigna les papiers. Alors signe. J'ai un rendez-vous à 100 p.m. chez Peirce. Catherine ignora le stylo. 5 millions, ça me va. Cobra se détendit. Les avocats de Scatterton Arps se détendirent également. Mais elle poursuivit. Je veux une autre chose. Un bibelot qui a une valeur sentimentale. Marcus soupira, agacé. Quoi? Le collier Cartier, les diamants. Très bien. Dites à mon assistant que c'est non, dit Catherine. Elle fouilla dans son simple sac en cuir et en sortit une feuille de papier soigneusement pliée. Ce n'était pas un document provenant de son propre avocat, qui était assis à côté d'elle, pâle et silencieux. C'était un document qu'elle avait rédigé. Elle le fit glisser sur la table. Je veux ça. Cobry s'en empara et le parcourut des yeux. Son front se plissa de confusion. C'est un document de transfert d'actifs pour une société à responsabilité limitée à actifs uniques. Trident Holdings LLC. Il regarda Marcos. Est-ce l'une de vos sociétés écrans? L'actif répertorié est une voiture. Marcus, qui regardait son téléphone, se figea. Il releva brusquement de la tête. L'ennui avait disparu. Le sang se retira de son visage, ne laissant qu'une pâleur terne et cireuse. « Qu'avez-vous dit? » murmura-t-il. Catherine croisa son regard. Un premier sourire apparut. « Trident Holdings. Elle est enregistrée aux îles Cayman. Elle possède un seul actif, une Pagani Huayra Roadster 2017, une voiture sur mesure, celle que vous appelez la Trident. Je la veux. Les 5 premières années avaient été un tourbillon de luxe impossible. » Marcus Thorne n'avait pas seulement courtisé Catherine Rostova, il l'avait acquise. Elle travaillait chez Providence Research à Sabs, une universitaire au cerveau brillant qui s'habillait chez J. Crew. Il était une force de la nature, un client qui enchérissait sur une saison. Il l'avait invité à dîner pour discuter de l'article, et au moment du dessert, il discutait déjà de son avenir. Il l'avait entraîné dans un monde de jets privés, de voyages spontanés au lac de Côme et de place au premier rang à la Fashion Week de Milan. Il lui avait acheté une nouvelle garde-robe, lui avait appris quel créateur porter, Lauro Piana pour la journée, Oscar de la Renta pour le soir, et quels artistes citer. Elle était intelligente, apprenait vite. Elle était devenue la parfaite épouse épineuse, mais la culpabilité commençait à s'effriter. Marcus n'était pas un partenaire. Il était un conservateur. Il contrôlait ses amis, son emploi du temps, ses opinions, son doctorat en économie. « Adorable, disait-il, mais tu n'as plus besoin de te creuser ta jolie petite tête avec des chiffres, chérie. J'ai des gens pour ça. » Il l'a isolé. Ses amis du milieu universitaire se sont éloignés, intimidés par les gardes armés du domaine de Greenwich. Sa famille, humble et travailleuse, a été traitée comme une curiosité, puis écartée. Elle était seule, entourée de personnel dans une maison-musée de 30 000 pieds carrés. Au début, la cruauté était subtile. Il la corrigeait devant ses amis puissants. Catherine voulait dire qu'il avait commencé à la couper de ses amis. Il sapait son travail caritatif, changeant à la dernière minute la fondation qu'elle avait choisie pour une autre de son choix. Puis vint l'infidélité. Elle était aussi courante et fréquente que ses transactions boursières. Elle trouvait des reçus des bungalows du château Marmont ou une boucle d'oreille égarée, si cliché, dans la poche de son smoking. Lorsqu'elle l'a confronté pour la première fois, il n'a même pas nié. « Catherine, ne sois pas provinciale, » s'était-il moqué en ajustant sa cravate. « Je suis un homme aux appétits importants. Cela ne signifie rien. Ce n'est que de la friction. Tu es ma femme. C'est une position, un titre. Comporte-toi en conséquence. » Elle s'était effondrée. Elle avait passé des semaines et des jours à pleurer dans une maison si grande que personne ne pouvait l'entendre. Elle avait envisagé de partir. Il avait même rencontré une avocate, une femme gentille, qui avait jeté un coup d'œil au contrat prénuptial et avait pâli.
Catherine, avait dit l'avocate avec douceur. Ce contrat a été rédigé par Wartel. Ce n'est pas un contrat prénuptial, ou c'est une déclaration de capitulation sans condition. Il l'a conçu pour ne vous laisser rien. Zebada, ses actifs sont bloqués dans un réseau byzantin de fiducies offshore et de sociétés à responsabilité limitée qui sont totalement à l'abri des revendications matrimoniales. La clause d'infidélité est en fait inversée. Elle stipule que tout trouble émotionnel ou scandale public causé par vous annulerait votre règlement. Si vous faites une scène, vous n'obtiendrez rien. Vous récupérerez vos vêtements et c'est tout. Catherine était retournée à la prison de Greenwich. Elle était piégée, vaincue. Le tournant ne s'est pas produit avec fracas. Il s'est produit un mardi. Marcus était censé être à Hong Kong. Catherine était à la bibliothèque, essayant de lire, lorsqu'elle entendit un rire familier provenant de la maison de la piscine. Un rire aigu de jeune fille. Elle traversa la pelouse impeccablement entretenue. Les lumières étaient allumées. À travers les portes vitrées, elle l'aperçut. Marcus, qui n'était pas du tout à Hong Kong, était en train de servir du champagne. Il était accompagné d'une jeune femme en bikini. C'était sa cousine Anya, la jeune fille de 19 ans qu'elle avait payée pour venir d'Europe afin de lui faire goûter à la belle vie et l'aider dans ses candidatures à l'université. Catherine resta figée sur place tandis que Marcus l'embrassait. Pas un simple baiser, mais un baiser profond, possessif et langoureux. Il aperçut alors Catherine à travers la vitre. Il ne broncha pas. Il ne s'est pas éloigné. Il a serré sa cousine plus fort dans ses bras, a levé son verre pour trinquer et a souri. Ce n'était pas la trahison qui l'avait brisé. C'était le manque de respect, le mépris total et sans fond. Il ne l'avait pas seulement trompé. Il avait souillé la dernière chose simple et bonne dans sa vie, sa famille. Quelque chose en Catherine ne s'était pas seulement brisé, cela s'était durci. La femme en pleurs était morte sur la pelouse cette nuit-là. Les larmes séchèrent, remplacées par une concentration froide, claire et dure comme le diamant. Il pensait qu'elle était une jolie petite idiote. Il pensait qu'elle était un objet décoratif. Il avait oublié qu'elle était chercheuse. Il avait oublié qu'elle avait un doctorat qui lui permettait de repérer exactement où et comment se cachait la valeur. Elle se retourna à la maison principale, se rendit directement dans son bureau privé, celui où elle n'avait pas le droit d'entrer, et s'assit à son bureau. « Très bien, Marcus, murmura-t-elle dans la pièce vide. Vous avez des gens pour les chiffres, mais moi aussi. » Sa guerre commença. Pendant les 18 mois qui suivirent, Catherine Brown mena une double vie. Pour Marcus et son entourage, elle était l'épouse parfaite et placide. Elle était plus belle, plus sereine, plus attentive que jamais. Elle organisait ses réceptions, charmait ses investisseurs et se comportait comme une femme qui avait accepté sa cage dorée. Marcus, voyant sa nouvelle docilité, s'ennuyait et devenait encore plus négligent. Il laissait ses ordinateurs portables ouverts, son serveur privé sans surveillance. Il la considérait comme un meuble, et on ne cache rien à une chaise. Mais la nuit, lorsque la maison de 30 000 pieds carrés était plongée dans le silence, Catherine se mettait au travail. Son doctorat en économie judiciaire ne portait pas uniquement sur l'or. Il portait sur le traçage de l'argent sale, la compréhension des sociétés écrans et la recherche d'empreintes numériques sur les transactions illicites. Elle avait déjà tracé un Caravaggio volé à travers 3 continents en suivant la trace des données provenant de comptes bancaires suisses vers des cabinets d'avocats panaméens. La structure de l'entreprise de Marcus Thorne était une forteresse, mais il avait commis une erreur. Il pensait que la forteresse devait uniquement le protéger de l'extérieur. Catherine était déjà à l'intérieur. Elle a commencé par son bureau. Il utilisait un serveur biométrique de pointe pour son entreprise Thorne Capital. Elle ne pouvait pas y toucher. Mais pour son empire personnel, le réseau d'actifs cachés au fisc, à la SECO et à sa femme, il utilisait un serveur privé séparé, dissimulé derrière un faux panneau dans la bibliothèque. Il pensait que c'était astucieux. Il lui a fallu 3 semaines pour franchir le premier pare-feu. Elle a utilisé l'ingénierie sociale. Elle l'observa. Elle en déduisit que son mot de passe serait basé sur son ego. Elle essaya sa date de naissance. Non. Son premier contrat d'1 milliard de dollars. Non. Le nom de sa première entreprise. Non. Elle essaya ensuite le numéro de série de sa toute première voiture, une Ferrari 250 GTO de 1962 qu'il avait achetée lors d'une vente aux enchères record.
Accès accordé. Le serveur s'est ouvert et Catherine est tombée dans un gouffre de corruption stupéfiante. C'était pire qu'elle ne l'aurait imaginé. Marcus n'était pas seulement un capitaliste, vautour impitoyable, ou c'était un criminel. Elle a trouvé des feuilles de calcul détaillant un stratagème qu'elle a mentalement baptisé Projet Atlas. Marcus était de mèche avec un réseau de traders internationaux pour gonfler artificiellement, puis vendre à découvert des actions pharmaceutiques. Il s'agissait en substance de gonfler artificiellement le cours de médicaments vitaux, puis de les vendre à bas prix. Il trouvait une entreprise biotechnologique prometteuse, utilisait ses entités offshore pour acheter discrètement un fonds massif, lançait une fausse campagne de recherche pour promouvoir un nouveau médicament, puis, au sommet, vendait les actions et les vendait à découvert, publiant simultanément un deuxième rapport indiquant que les essais cliniques avaient échoué. Il ne se contentait pas de gagner des millions. Il détruisait des entreprises et, ce faisant, les espoirs des personnes malades. Il jouait avec des vies. Les mains de Catherine tremblaient, mais pas de peur, de rage. Cela allait au-delà de sa propre humiliation. C'était monstrueux. Elle commença à tout copier. Elle acheta une série de disques durs cryptés intraçables. Nuit après nuit, elle téléchargea des emails, des messages cryptés provenant d'une application sécurisée appelée Signal, des confirmations de virements bancaires et des registres secrets. Elle compila le tout dans une collection méticuleusement organisée qu'elle nomma le dossier Anna. Un petit rappel de ce qui avait déclenché tout cela. Elle devait trouver un moyen de pression. Si elle divulguait simplement ces informations, Marcus serait détruit, mais ses avocats la mettraient en cause. Ils prétendraient qu'elle était une épouse mécontente qui fabriquait des preuves. Elle avait besoin de quelque chose qui prouverait son cas, quelque chose qui la sortirait de là, et quelque chose qui le punirait d'une manière qu'il comprendrait. Elle creusa plus profondément, suivant le flux d'argent du projet Atlas. C'était un labyrinthe. L'argent passait de Thorn Capital à une fiducie au Liechtenstein, puis à une banque à Chypre, avant d'être réparti entre une douzaine de comptes plus modestes pour finalement aboutir dans une série de sociétés écrans anonymes aux îles Caïmans. Et un nom revenait sans cesse, Trident Holdings LLC. Il semblait s'agir de sa caisse noire personnelle, la destination finale. Elle consulta le registre des sociétés des îles Caïmans. Trident Holdings était enregistré comme une entité à actifs unique. Son objectif était de détenir et d'entretenir des véhicules de collection de luxe. Catherine sourit. Elle savait exactement de quel véhicule il s'agissait, la Trident. C'était son bébé, une Pagani Huayra Roadster unique en son genre, d'une valeur de 4 millions de dollars, avec une carrosserie en fibre de carbone sur mesure et un intérieur cousu de fils de platine. Il s'était rendu en Italie une demi-douzaine de fois pour superviser sa création. Ce n'était pas seulement une voiture pour lui. C'était le symbole de sa virilité, de son pouvoir, de son expertise. Il l'aimait plus que n'importe quel être humain. Elle continua à creuser, et elle trouva alors la dernière pièce dévastatrice du puzzle. Trident Holdings ne détenait pas seulement la voiture. La voiture n'était qu'une couverture. Au cours des 6 derniers mois, alors que le projet Atlas atteignait son apogée, Marcus avait commencé à transférer le produit de la fraude sur le compte bancaire de la LLC, utilisant l'entretien et le transport de la voiture comme couverture pour des virements bancaires massifs de plusieurs millions de dollars. La LLC, qui détenait légalement son jouet préféré, était également le principal dépositaire de plus de 200 millions de dollars en espèces illicites. Marcus, dans son arrogance suprême, avait lié ses deux choses préférées, son ego et son argent volé. Il avait caché ses crimes à la vue de tous, sous le couvert de son passe-temps le plus odieux. Catherine s'éloigna de l'écran lumineux. Le soleil se levait sur le domaine de Greenwich, peignant le ciel de nuances roses et dorées. Elle l'avait. Elle l'avait, lui. Elle n'avait pas seulement un moyen de pression pour obtenir le divorce. Elle avait une arme nucléaire. La question était de savoir comment l'utiliser. Elle ne voulait pas seulement de l'argent. Elle avait vu ce que l'argent pouvait faire, et elle voulait la justice. Et elle voulait voir son expression lorsque l'ornement qu'il avait rejeté détruirait tout son monde. Elle ferma l'ordinateur portable, monta à l'étage et se glissa dans le lit à côté de son mari endormi. Elle ne dormit pas. Elle resta allongée là à le regarder, et pour la première fois depuis 10 ans, elle sourit. Le silence dans la salle de conférence de W. Taylor Lippon n'était plus stérile. Il était toxique. Il dura 10 secondes, puis 20. David Cobry, l'imperturbable requin du droit,
fixait le document d'une page sur le transfert d'actifs comme s'il était écrit en sumérien ancien. Trident Holdings. Cobry répéta mentalement, son esprit juridique tournant à toute vitesse, essayant de trouver le piège. Monsieur Thorne, quel est cet actif? Il ne figure pas dans le bilan matrimonial que vous avez fourni. Marcus Thorne était rigide. Son visage était un masque de fureur polie. Il avait bâti un empire sur le principe de ne jamais être surpris. Et sa femme, son trophée, venait de le prendre au dépourvu dans une salle remplie de ses propres avocats milliardaires. C'est une société holding, dit Marcus d'une voix dangereusement basse. Un bibelot? Dit-elle. Elle détient une voiture. Une voiture? Cobry eut l'air soulagé. Juste une voiture, Madame Thorne. Nous pouvons facilement attribuer une valeur au véhicule et l'ajouter à votre règlement. Une Pagani de 2017. Disons 3 ou 5 millions de dollars, une valeur marchande généreuse. Il était déjà en train de chercher son stylo pour modifier le document principal. Non, dit Catherine, d'une voix toujours calme, mais qui tranchait désormais dans la pièce comme un scalpel. Je ne veux pas de la valeur. Je veux la LLC. Je veux l'actif. Cobry s'arrêta. C'était inhabituel. Ce n'est pas ainsi que cela se passe. Le transfert d'une entité offshore est complexe. C'est un cauchemar fiscal. Cela n'a aucun sens. Pourquoi voulez-vous la société? Prenez simplement la voiture. Parce que j'aime le nom, dit Catherine d'un ton léger. Marcus s'énerva. Arrêtez de jouer, Catherine. Que voulez-vous? Je vous l'ai dit, répondit-elle en le regardant droit dans les yeux. Je veux Trident Holdings. Vous signez ce document. Je les ai signés. C'est aussi simple que ça. Cobry regarda son client. Marcus, y a-t-il un problème? Ce n'est qu'une voiture. Laissez-lui cette fichue voiture. Laissez-lui la LLC. C'est une concession de 3,5 millions de dollars pour conclure l'affaire. C'est une erreur d'arrondi. Mais Marcus ne regardait pas Cobry. Il fixait Catherine, une horreur écœurante et grandissante se répandant sur son visage. Il comprenait. Il ne savait pas comment elle savait, mais il savait qu'elle savait. « Que savez-vous de cette société? » grogna-t-il. « Je sais que c'est là que vous gardez votre jouet préféré, » répondit Catherine. Marcus Cobry intervint d'une voix dure. « Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir à propos de cet actif? Vous nous avez fourni des informations financières complètes et franches. Si cette société Trident Holdings contient d'autres actifs que vous n'avez pas divulgués, l'alarme de faute professionnelle retentit dans la tête de Cobra. Il avait bâti sa réputation sur l'honnêteté de ses clients, du moins leur honnêteté envers lui. « Ce n'est rien, » rétorqua Marcus. « C'est une entité propre. Elle détient la voiture, c'est tout. » Il mentait, et c'était un très mauvais menteur. Il n'avait jamais eu besoin d'être bon dans ce domaine. D'habitude, il se contentait d'intimider ses interlocuteurs. « Alors signez, » dit Catherine. « C'est du chantage. » L'un des jeunes avocats de Catherine s'écria. L'avocate de Catherine, Rebecca Shaw, une femme calme et impitoyable que Catherine avait engagée dans un petit cabinet spécialisé dans les litiges, prit enfin la parole. « Ce n'est pas du chantage, avocate, » dit Rebecca d'une voix claire. « C'est une contre-offre. Mon client est prêt à renoncer à toutes ses revendications sur un patrimoine de plusieurs milliards de dollars en échange de cette seule LLC sans valeur. Une LLC qui, comme vous venez de le confirmer officiellement, ne détient rien d'autre qu'un véhicule qui se déprécie. Je dirais que c'est l'affaire du siècle pour M. Thorne. Le piège s'était refermé. C'était parfait. Si Marcus signait, il remettrait à Catherine les clés de tout son empire criminel. Il lui donnerait le compte bancaire contenant 200 millions de dollars. S'il refusait de signer, il admettrait devant toute son équipe juridique qu'il avait menti, que la LLC n'était pas seulement une voiture, qu'il avait caché des biens matrimoniaux et commis un parjure dans ses déclarations financières. Il invaliderait toute la procédure de divorce, invaliderait le contrat prénuptial et s'exposerait à un audit judiciaire complet et invasif de tout son empire. Et Cobry, pour sauver sa propre réputation, serait le premier à insister pour que cela soit fait. Marcus Thorne était pris au piège entre la ruine et l'anéantissement. Il regarda Catherine, la femme qu'il avait appelée son petit ornement pendant une décennie. Son expression était calme, sereine et totalement indéchiffrable. « Toi, » murmura-t-il, la voix chargée d'une haine si puissante qu'elle en était presque physique. « Toi, salope. » Catherine ne broncha pas. « On m'a déjà traité de pire. Surtout par toi,
dans ta propre maison. Elle prit le stylo plume plaqué or très coûteux qui se trouvait au centre de la table. Elle le déboucha et posa le capuchon soigneusement à côté de la page de signature de son accord, les bouts de papier. Signe mon papier, Marcus, dit-elle, ou nous pouvons demander à monsieur Cobra de Programmer la déposition de vos experts comptables judiciaires. Et tant que nous y sommes, nous pouvons assigner le projet Atlas Files. Je suis sûr que la SEC serait fascinée d'en savoir plus sur vos aventures dans le domaine des biotechnologies. David Cobra tourna brusquement la tête vers Marcus. Le projet quoi? Marcus pâlit. Il était blanc comme un linge. Il était fini. Où est-ce le dossier, Anna? Siffla-t-il. Sa voix était à peine audible. Le sourire de Catherine s'élargit. Anya, ma cousine. Je ne sais pas de quoi tu parles, Marcus. Je suis juste une femme simple qui veut la voiture de son mari pour des raisons sentimentales. Maintenant, signe. D'une main tremblante, Marcus Thorne prit le stylo. Il regarda le document de transfert d'actifs. Toute sa vie, son empire de 12 milliards, sa réputation, sa liberté, tout cela reposait sur la pointe de ce stylo. Il regarda ses avocats, dont les visages reflétaient un mélange de confusion et de panique naissante. Il regarda Catherine, dont les yeux étaient aussi froids et brillants que les diamants dont il l'avait autrefois paré. Le cliquetis de la plume sur le papier fut le son le plus fort que Catherine ait jamais entendu. Il signa de son nom, Marcus A. Thorne. La signature était irrégulière, rageuse, telle une blessure sur la page. Il jeta le stylo. Celui-ci glissa sur le bois d'acajou et tomba sur le sol. Catherine prit calmement le transfert signé, vérifia la signature et le tendit à son avocate, Rebecca, qui le glissa dans une mallette avec un geste professionnel et discret. Puis Catherine ramassa le stylo à plume sur le sol, prit l'accord de divorce et signa son nom, Catherine Brown Rostova. Elle repoussa la pile de papier vers David Cobry. « Ce fut un plaisir, messieurs, dit-elle en se levant. Catherine ajusta la bandoulière de son sac à main sur son épaule. Elle et Rebecca Shaw se dirigèrent vers la porte. « Attendez, dit Marcus. » Sa voix était creuse. Catherine s'arrêta, la main posée sur la lourde poignée en laiton, mais elle ne se retourna pas. « Le dossier, dit-il, le dossier Anna, donnez-le-moi. Maintenant, nous avons un accord. » Catherine se retourna lentement. Elle le regarda non pas avec haine ou même pitié, mais avec une sorte de curiosité détachée, comme un scientifique pourrait regarder un spécimen dans un bocal. « Quel dossier, Marcus? » « Celui avec les virements bancaires vers Chypre. Les journaux cryptés avec vos partenaires commerciaux à Singapour. Les feuilles de calcul détaillant le projet Atlas Pump and Dump. Celui avec le fichier audio de votre conversation téléphonique avec le sénateur McCrae, dans laquelle vous lui promettez un don très généreux en échange de l'abandon de l'enquête de la FDA. Ce dossier, David Cobry semblait sur le point d'être pris de nausée. Il s'éloignait déjà de Marcus comme s'il s'agissait d'un porteur de peste. « Marcus, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que tu as fait? » Marcus l'ignora, les yeux rivés sur Catherine. « Donne-le-moi. » « Oh, Marcus, dit Catherine en riant, ce n'était pas un rire joyeux. C'était un rire de pure libération. Tu penses toujours que c'est une négociation? Tu penses toujours que tu contrôles la situation? Elle recula vers la table. Tu penses que c'était une question d'argent? Tu penses que j'ai traversé tout ça juste pour 200 millions de dollars? J'ai vécu dans ta maison pendant 10 ans, Marcus. J'aurais pu détourner cette somme du budget ménager si j'avais voulu. Elle se pencha, posa ses mains sur la table polie et s'approcha de lui. Ceci, dit-elle dans un murmure, c'était une question de justice. Il s'agissait des familles qui ont perdu leurs économies parce que tu as ruiné leur entreprise. Il s'agissait des patients qui sont morts en attendant un médicament que tu as détruit pour gagner de l'argent. Il s'agissait de moi, la charmante petite idiote que tu as humiliée pendant une décennie. Et il s'agissait de mon cousin de 19 ans dont tu as essayé de ruiner la vie juste pour me contrarier. « Le dossier, articula-t-il difficilement. « Le dossier ?» Catherine se redressa. « Le dossier Anna a été livré par courrier sécurisé à 2 endroits il y a 4 heures. Dès que mon avocat a confirmé votre virement bancaire pour le règlement initial de 5 millions de dollars, les documents ont été placés sous séquestre. Les colis ont été envoyés. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent dans une terreur totale et incompréhensible. « Une copie, continua Catherine en tapotant du doigt, a été envoyée à Stephanie Ivakian de la division d'application de la loi de la SEC.
Je pense qu'elle sera très intéressée par le projet Atlas. J'ai même inclus un organigramme utile. Elle tapota un deuxième doigt, et la deuxième copie, celle qui contient les informations vraiment juteuses sur le sénateur McRae et les contributions illégales à sa campagne. Celle-ci a été envoyée au bureau du procureur fédéral du district sud de New York. Je ne sais pas qui s'en occupe, mais le nom de Pete Barrera me vient à l'esprit. Il a une excellente réputation dans la lutte contre la corruption à Wall Street. Marcus Thorne a cessé de respirer. Il n'était plus milliardaire. Il était un homme en siège et les barreaux venaient de se refermer. Vous, il ne pouvait pas former les mots. Ce que vous venez de signer, a dit Catherine en montrant le document dans la maillette de Rebecca, ce n'était pas un accord. Ce n'était pas du chantage. C'était un cadeau d'adieu. Vous voyez, je savais que les fédéraux finiraient par geler tous vos avoirs. Tous. Les maisons, les œuvres d'art, les comptes bancaires et les 200 millions de dollars de Trident LLC. Ce sont des preuves. Ils ont disparu. Ils les saisiront d'ici demain matin. Elle sourit. Ce sourire dévastateur revint en force. Mais ce ne sont pas des agents de recouvrement. Ils se moquent de la voiture. Et comme vous avez eu la gentillesse de me céder la LLC et que je viens de déposer le transfert de titres auprès du registre des îles Caïmans via le portail crypté de mon avocat, la Pagani est à moi. La seule chose de valeur qui vous reste au monde et sur laquelle les fédéraux ne pourront pas mettre la main. Elle avait réussi. Elle avait réduit en cendres tout son empire corrompu. Elle lui avait tout pris, son argent, sa liberté, sa réputation, et en échange, elle lui avait laissé 5 millions de dollars dans le cadre du règlement du divorce. Et elle lui avait pris son jouet préféré. « Tu es ruiné, Marcus, dit-elle simplement. Tu es juste le dernier à le savoir. » Elle se retourna et sortit de la salle de conférence. Rebecca Shaw la suivit, refermant doucement la porte derrière elle, laissant Marcus Thorne seul dans sa tour de verre avec ses avocats paniqués à 2000 dollars de l'heure, écoutant le bruit lointain des sirènes qui se rapprochaient. La descente en ascenseur depuis le 30e étage fut un vide. La cabine silencieuse recouverte de boiseries descendit, et Catherine sentit la pression changer, non seulement dans ses oreilles, mais aussi dans son âme. La salle de conférence du 30e étage, avec son silence toxique et oppressant d'égos en guerre, avait été un champ de bataille. Cet ascenseur était une chambre de décompression. À côté d'elle, Rebecca Shaw était complètement immobile, le regard fixé sur les chiffres lumineux qui descendaient. Son visage, qui était un masque d'acier accusateur à l'étage, était maintenant pâle, l'adrénaline s'échappant, ne laissant qu'une profonde et vibrante admiration. Les portes sonnèrent doucement, un son poli, presque comique après l'ampleur de ce qui venait de se passer. Elles s'ouvrirent sur le vaste hall caverneux de la tour de la 51e rue. C'était une cathédrale de marbre veinée de gris et de ficus imposant et sans vie. Des hommes et des femmes en costumes coûteux se précipitaient, les yeux rivés sur leur téléphone, l'esprit occupé par leurs transactions et leurs réunions, inconscients du fait que l'un de leurs dieux venait d'être frappé par la foudre. Catherine et Rebecca marchaient à l'unisson, leurs talons claquant d'un rythme régulier et net sur la pierre polie. Elles s'arrêtèrent près des portes tournantes, un petit îlot de calme dans le courant effréné de la haute finance. « Eh bien, dit Rebecca d'une voix basse. Elle ajusta la lourde maillette en cuir qui contenait le morceau de papier le plus cher de New York. C'était... Elle chercha le mot biblique. J'ai vu des prises de contrôle hostiles. J'ai vu des raids sur des entreprises. Ce que vous venez de faire, Mademoiselle Rostova, c'était un changement de régime. Vous avez été essentielle, Rebecca. Vous n'avez jamais bronché, dit Catherine en se tournant vers elle. Rebecca acquiesça d'un signe de tête bref et sec. Le professionnalisme était de retour, un bouclier se mettant en place. À partir de maintenant, notre secret professionnel est une forteresse. Mais je vais à mon bureau. Je vais prendre toutes les communications numériques et physiques que nous avons jamais échangées et je vais les faire incinérer par des professionnels. Mes honoraires ont été payés en totalité à partir du compte séquestre. Nos communications n'ont jamais existé. Je comprends, dit Catherine. À toutes fins utiles, continua Rebecca, j'étais une simple avocate spécialisée dans les divorces qui a négocié un modeste règlement contre un contrat prénuptial à toute épreuve. Vous êtes une cliente dont je ne parlerai plus jamais et à qui je ne m'adresserai plus jamais. Vous comprenez? Parfaitement. Bien. Rebecca tendit la main. Sa poignée de main était ferme, sèche et forte.
Je ne sais pas où vous allez, mademoiselle Rostova, mais je pense que tout ira bien pour vous. Moi aussi, Rebecca. Elles relâchèrent leur étreinte. C'était une dernière reconnaissance silencieuse. Deux alliés dans une guerre secrète qui dissolvait désormais leur pacte. Rebecca Shaw tourna à gauche, ses talons raisonnables claquant vers l'entrée du métro, disparaissant dans le monde anonyme du travail quotidien. Catherine tourna à droite. Elle poussa la lourde porte vitrée tournante et la ville la frappa. L'air n'était pas l'atmosphère stérile, filtrée et à température contrôlée de la tour de Marcus. Il était réel. Il était vif, frais et vivant, sentant les bretzels humides, les gaz d'échappement et le doux parfum des noix grillées provenant d'un chariot de rue. Pendant 10 ans, elle avait parcouru cette ville dans la bulle blindée d'une Maybach avec chauffeur. À présent, ses pieds foulaient le trottoir. Elle n'était qu'une femme parmi d'autres, vêtue d'une robe bleu marine, et cet anonymat était la sensation la plus enivrante et la plus luxueuse qu'elle ait jamais connue. Elle n'a pas hélé de taxi. Elle a marché. Elle a marché 2 pâtés de maison vers le sud et un pâté de maison vers l'est, d'un pas rapide et déterminé. Elle est arrivée à l'entrée discrète et anonyme du garage souterrain privé. Il s'agissait moins d'un parking que d'une chambre forte, une forteresse en béton climatisé où Marcus gardait ses voitures de ville, des véhicules trop rares et trop chers pour être laissés au domaine de Greenwich. Elle appuya sur l'interphone. Un instant plus tard, une sonnerie retentit et une lourde porte en acier sans fenêtre s'ouvrit. Elle descendit la rampe en béton pour pénétrer dans un espace calme et lumineux. Il y régnait un silence total, à l'exception du bourdonnement d'un système de ventilation industrielle. Une rangée de bêtes endormies était recouverte de housses en soie sur mesure. Une Rolls-Royce Phantom noire, une Aston Martin DB11 argentée, une Ferrari 275 GTB vintage d'un rouge classique. Le gardien, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Miguel, sortit de sa petite cabine vitrée en s'essuyant les mains sur un chiffon. Il eut l'air surpris, puis nerveux. Catherine ne venait jamais ici et elle ne venait jamais seule. « Bonjour, Madame Thorne, dit-il avec une pointe de prudence dans la voix. C'était un homme bien, que Marcus traitait comme un meuble, et Catherine avait toujours pris soin de lui poser des questions sur ses enfants. « C'est Madame Rostova maintenant, Miguel, dit-elle d'une voix aimable mais ferme. C'était la première fois qu'elle utilisait son nom de jeune fille avec un inconnu. Cela lui semblait solide. « Exact. » Miguel fronça les sourcils, perplexe. « Oh, Monsieur Thorne vous accompagne? Il n'a pas appelé. »« Non, répondit Catherine. Elle fouilla dans son simple sac en cuir. « J'ai bien peur de ne plus être le problème de Madame Thorne, et Monsieur Thorne ne sera plus le mien. » Elle sortit le seul porte-clés qu'elle avait pris dans le tiroir du bureau de Marcus 3 mois auparavant, celui dont il avait passé une semaine à se plaindre, accusant le personnel idiot de l'avoir perdu. Elle sortit également le document notarié de transfert d'actifs pliés. « Je vais prendre le trident aujourd'hui, Miguel, de façon permanente. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent, envahis d'une soudaine et véritable peur. Il recula physiquement. « Madame Rotova, je ne peux pas. S'il vous plaît, vous connaissez la règle, Monsieur Thorne. Personne n'a le droit de toucher à cette voiture. Il me licencierait. S'il vous plaît, il ne peut pas, dit Catherine doucement. Il n'a plus aucune autorité sur ce garage. Il n'a plus aucune autorité sur vous. Et il n'a plus aucune autorité sur moi. » Elle ne discuta pas. Elle ne supplia pas. Elle déplia simplement le document et le tendit. Miguel hésita, puis le prit. C'était un homme qui garait des voitures, mais il vivait dans un monde de pouvoir. Il ne comprenait peut-être pas les subtilités juridiques de Trident Holdings LLC, mais il comprit instantanément 2 choses. L'imposant en tête en relief de W. Tell-Lip and Rosen & Katz et la signature furieuse, irrégulière et indubitable de Marcus A. Thorne au bas de la page. Il regarda le papier, puis le porte-clés dans son autre main, puis son visage. Il vit son regard calme et assuré. Il se souvint du nombre de fois où il avait dû nettoyer les flûtes à champagne et les traces de rouge à lèvres dans la Maybach. Il se souvint de la façon dont M. Thorne avait parlé à cette femme, d'un ton désinvolte et brutal qui le faisait toujours tressaillir. La dynamique du pouvoir de tout son monde venait de s'inverser. Un lent sourire entendu se dessina sur son visage. C'était le sourire d'un homme à qui l'on venait d'annoncer que la révolution était terminée et que son camp avait gagné.
Oui, madame, mademoiselle Rostova, dit-il. Madame Thorne était oubliée. Il rendit le papier. Son attitude avait complètement changé. Il n'était plus un serviteur nerveux. Il était un complice. Je vais vous l'apporter tout de suite. Il est dans la baie climatique. Il se précipita non pas vers le rez-de-chaussée, mais vers une lourde porte en acier isolée au fond du garage, qu'il déverrouilla avec une clé séparée. La porte s'ouvrit dans un sifflement, révélant une petite pièce privée. Catherine attendit. Un instant plus tard, elle l'entendit. Ce n'était pas le ronronnement poli d'une berline de luxe. C'était un grondement profond, guttural et furieux. Le son d'une bête en cage qui se réveille. La Pagani Huayra Roadster sortit de la baie, sa carrosserie métallique en fibre de carbone apparente, semblant boire la lumière fluorescente et l'avaler tout entière. C'était une chose obscène et magnifique. Ce n'était pas une voiture. C'était une déclaration d'arrogance profonde à 4 millions de dollars, une sculpture d'aérodynamisme et d'ego. Chaque ligne était agressive, chaque prise d'air et chaque aileron fonctionnel. Elle semblait moins conçue pour la route que pour atteindre l'orbite. Elle tournait au ralenti devant elle, le moteur Mercedes AMG V12 grondant dans le quadruple échappement, émettant un son grave et menaçant qui faisait vibrer la poitrine de Catherine. Miguel sortit et s'approcha d'elle, les yeux brillants. Elle a le réservoir plein, mademoiselle Rostova. Monsieur Thorne la gardait toujours prête. Il aimait la regarder. Il se dirigea vers le côté passager et ouvrit la spectaculaire porte papillon, qui s'éleva comme une aile brisée. Il fit ensuite le tour et lui ouvrit la porte côté conducteur. Merci, Miguel, dit-elle. Elle se glissa dans le siège conducteur. Le cockpit était un cocon d'aluminium brossé, de carbone apparent et de cuir cousu de fil platine. C'était absurde et ça sentait légèrement l'eau de Cologne envahissante de Marcus, une bouteille de Bacard rouge 5 à 40 à 600 dollars. C'était la dernière trace de lui. Elle regarda les instruments complexes ressemblant à des montres. Elle savait exactement quoi faire. Elle avait étudié le manuel en ligne pendant des semaines. Une dernière chose, dit-elle à Miguel. Elle désigna les 2 panneaux de toile en fibre de carbone fixés au-dessus d'elle. Pouvez-vous m'aider à les retirer? Le sourire de Miguel s'élargit. Oui, madame. Ensemble, ils déverrouillèrent les 2 panneaux légers. Catherine n'allait pas conduire cette chose dans une bulle hermétique. Elle allait sentir le vent. Ils les rangèrent soigneusement dans le compartiment avant. La voiture était désormais un roadster pur et simple. Catherine se rassit, les mains agrippées au volant sculpté. Elle mit d'une simple paire de lunettes de soleil Ray-Ban noires, celle que Marcus détestait, celle qu'il trouvait banale. Elle regarda Miguel, qui se tenait à distance, la regardant avec une expression de pur et simple délice. Elle sortit une liasse de billets pliés de son sac fourre-tout, 5 billets de 100 dollars. Pour ta famille, Miguel, et pour ton silence. Merci. Il prit l'argent, les yeux écarquillés, et le glissa au fond de sa poche. Bonne chance, mademoiselle Rostova, dit-il d'une voix sincère. Conduisez prudemment. Elle a beaucoup de punch. Oh, je sais, répondit Catherine. Je compte bien là-dessus. Son pied, chaussé d'une simple escarpine bleu marine, toucha l'accélérateur. Elle n'appuya pas dessus. Elle le tapota simplement. Le moteur rugit. Ce n'était pas un rugissement. C'était un hurlement. Une explosion sonore primitive et violente qui rebondit sur les murs en béton, faisant vibrer les luminaires. C'était le bruit de 12 cylindres et de 4 millions de dollars de rage libérée. Catherine sourit légèrement. Elle passa la vitesse. La transmission émit un clic mécanique sonore. Lentement, délibérément, elle relâcha le frein et la voiture se mit à rouler. La fibre de carbone nue glissait sur le béton lisse. Elle se dirigea vers la rampe de sortie où l'attendait le carré lumineux et impitoyable de la lumière du jour. Elle sortait de la tombe. La Pagani gravit la rampe en béton escarpé, le rugissement de son moteur V12 se comprimant dans le tunnel étroit avant d'exploser vers l'extérieur. Un cri de guerre provocateur lancé contre le ciel de l'après-midi. La voiture déboula sur la 51e rue, un flou de fibres de carbone nues surgissant dans une mer de taxis jaunes et de voitures noires. La transition était brutale. Du silence froid et sépulcral du garage souterrain, elle fut propulsée dans l'assaut sensoriel de Midtown Manhattan. Le soleil était aveuglant, se reflétant sur les canyons de verre des gratte-ciels environnants. L'air, maintenant que le toit était ouvert, se précipitait sur elle, transportant la symphonie chaotique des klaxons de la ville.
Une sirène lointaine, le grondement d'un bus qui passait. Mais le moteur de la Pagani, même au ralenti, il couvrait tout cela d'un vrombissement profond et menaçant qui était son propre centre de gravité. Les piétons se figèrent. Les têtes se tournèrent brusquement. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Les gens sur le trottoir cherchèrent leur téléphone, le visage empreint d'admiration et d'incrédulité, essayant de capturer le vaisseau spatial à 1 million de dollars qui venait de se matérialiser dans leur monde. Catherine n'appuya pas à fond sur l'accélérateur. Elle ne fit pas crisser les pneus. Elle conduisit avec la même précision froide et parfaite qu'elle avait utilisée pour démanteler sa vie. Ses mains étaient fermes sur le volant en fibre de carbone. Elle inséra doucement la voiture dans le flux de la circulation, le moteur vrombissant, une présence physique constante dans son dos. Elle navigua dans le trafic urbain, tel un requin glissant parmi un banc de petits poissons. Elle roula un pâté de maison et tourna sur Park Avenue. Elle s'arrêta au feu rouge de la 52e rue. Le feu était long, et là, juste en face du Carrefour, se trouvait la tour. Elle leva les yeux de la route vers la façade en verre sombre et brillante du siège social de Marcus. Elle regarda au-delà du 10e étage, au-delà du 20e, vers la salle de conférence du 30e étage, sa fenêtre, celle qui donnait au sud sur le magnifique canyon de Park Avenue. Elle savait qu'il serait là. C'était un être égocentrique, et son ego l'aurait poussé à regarder. Incapable de comprendre sa propre défaite, il serait attiré vers la fenêtre, comme un papillon vers une flamme, ayant besoin de voir la réalité impossible de son trophée s'éloigner avec son prix. Et il était là, petite silhouette sombre, rigide et immobile, collée contre la vitre. Même depuis le 30e étage, elle pouvait sentir sa rage. C'était une chose palpable, une énergie sombre rayonnant de la tour, un cri primal silencieux d'un roi qui venait d'être mis échec et mat par un pion. Il était piégé dans sa boîte de verre, son empire s'effondrant autour de lui, ses avocats probablement déjà en train de se disputer au sujet de la faute professionnelle et de la divulgation complète. Il était un prisonnier regardant sa liberté s'en aller. Catherine était assise dans le cockpit ouvert, le visage tourné vers lui. Elle était exposée à l'air, à la ville, à lui. Elle ne se cachait pas. Elle voulait qu'il la voie, qu'il voie son calme, qu'il la voie au volant de la seule chose qu'il aimait, le symbole à 4 millions de dollars de son pouvoir illicite, l'actif même qu'il avait tenté de cacher. Le feu passa au vert. Catherine ne le regarda plus. Elle regarda devant elle. Elle appuya sur l'accélérateur. La Pagani bondit. Elle n'accéléra pas. Elle explosait. Le moteur de 754 chevaux rugissait. Les pneus arrière mordaient l'asphalte et la force du démarrage la clouait au siège en cuir. Le son était un hurlement glorieux et provocateur qui déchirait le bourdonnement poli de Park Avenue, un son de puissance pure et sans mélange. C'était le son de son pouvoir, désormais le sien, et elle l'utilisait pour le quitter à jamais. Elle fonça dans l'avenue, slalomant entre les voitures avec la précision d'un économiste. 5e, 50e, 49e. Dans le petit rétroviseur latéral vibrant, elle aperçut son propre reflet. Ses cheveux blonds, qui avaient été sévèrement contrôlés et lissés, se détachaient, emportés par le vent, s'engouffrant dans le cockpit ouvert. Des mèches lui fouettaient le visage, lui piquant les joues. Ses yeux, cachés derrière des lunettes Ray-Ban ordinaires, étaient clairs et brillants, et ses lèvres esquissaient un sourire. Ce n'était pas un sourire de joie, ni même de victoire étourdissante. C'était un sourire de paix, le sourire d'une chercheuse qui, après 10 longues années, avait enfin trouvé la solution à l'équation. Le sourire d'une architecte qui venait de prendre du recul pour observer sa prison parfaitement conçue et inéluctable se refermer sur son occupant. Elle ne roulait pas vers le coucher du soleil. Elle ne se rendait pas à son nouvel appartement à Tribeca. Elle roulait tout droit vers le Lincoln Tunnel. La voiture, cette machine magnifique, vulgaire et belle, était la dernière pièce du puzzle. Elle n'avait aucune intention de la garder. La conduire lui donnait l'impression d'être à sa place. Le parfum ténu de son eau de Cologne Bacard rouge qui imprégnait le cuir lui donnait la nausée. Non, cette voiture n'était pas un trophée. C'était la dernière pièce liquide introuvable. Elle avait un acheteur, un prince saoudien, un homme qu'elle avait rencontré lors d'un des galas obséquieux de Marcus,
Un homme qui méprisait Marcus, mais convoitait ouvertement la Trident. L'accord avait été conclu 2 mois auparavant par une série de messages cryptés. Un vol cargo privé était déjà réservé et attendait dans un hangar privé à l'aéroport de Teterboro. Le virement bancaire de 4,2 millions de dollars, plus 2 millions de dollars de prime pour son histoire, attendait déjà dans une nouvelle banque sous un nouveau nom dans un canton suisse qui ne posait pas de questions. Catherine Rostova n'était pas seulement une ex-femme. Elle était une architecte. Elle avait conçu sa prison et elle avait conçu sa propre évasion, financée par sa propre arrogance. Alors qu'elle fonçait vers le tunnel, la magnifique silhouette de New York s'éloignant derrière elle, elle se pencha et appuya sur un bouton de la console complexe. La chaîne stéréo s'alluma. Elle était réglée sur sa station. Bien sûr, une explosion de musique classique emplit le cockpit. Les 4 saisons de Vivaldi. L'été. Elle monta le volume. Les cordes frénétiques et orageuses du mouvement presto se mêlaient au rugissement du V12. Une bande-son parfaite pour sa libération. Pour la première fois depuis 10 ans, elle laissa sa tête retomber contre l'appui-tête, fermant les yeux pendant 1 seconde et laissa le vent de la musique la purifier. Elle n'avait pas seulement récupéré la voiture, elle avait obtenu justice. L'histoire de Catherine Rotova est un chef-d'œuvre brutal et moderne de vengeance, prouvant que la personne que vous sous-estimez le plus est souvent celle qui détient les codes de détonation. Elle ne l'a pas simplement quittée. Elle l'a démantelée en utilisant sa propre arrogance et sa corruption comme arme. Le sourire qu'elle arborait en signant ses papiers n'était pas celui de la défaite. C'était le coup final d'une partie d'échecs dont il n'avait même pas conscience. Qu'en pensez-vous? Était-ce la vengeance ultime ou un complot froid et calculé? Catherine a réduit son empire en cendres et est partie au volant de sa voiture. Si vous aimez cette histoire de trahison et de vengeance ultime, n'hésitez pas à cliquer sur «J'aime». Dites-nous dans les commentaires comment vous imaginez le premier jour de Marcus Thorne en prison. Et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec tous ceux qui aiment les histoires où la reine finit par renverser le roi. Et surtout, abonnez-vous à notre chaîne. Nous avons beaucoup d'autres histoires comme celle-ci à vous proposer et vous ne voudrez en manquer aucune.